Bonjour, bonsoir au microphone, Bruno Guglielminetti. Très heureux de vous accueillir pour cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 19 janvier 2024. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec le grand patron de TELUS Santé et qui nous parle de nouveaux services pour faciliter la vie des gens qui veulent trouver des spécialistes pour s'occuper de leur santé en ligne. On va parler de l'impact de l'intelligence artificielle dans le domaine des ressources humaines. Mes collègues sont là aussi. Thierry Weber nous raconte sa version du CES de Las Vegas. Stéphane Ricoul nous présente quelqu'un qui l'inspire énormément. Et puis Jean-François Poulain nous parle de prototypage avec son invité. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Nano Rose, Anne Guillaume, Suzanne Levac, Daniel Laforce et Gervais Pro. Merci pour votre écoute, à vous 5. Et puis merci à vous, que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. C'est vraiment très apprécié. Alors à tous, je vous souhaite une très bonne écoute. Commençons ce survol de l'actualité numérique de la semaine avec Meta. C'est l'État du Nouveau-Mexique qui a engagé des poursuites judiciaires contre Meta, alors que le gouvernement de l'État du Sud des États-Unis accuse Meta de négligence dans sa protection des enfants sur Instagram. Des documents internes qui datent entre 2020 et 2021, récemment rendus publics, révèlent que Meta était consciente que ces plateformes permettaient aux prédateurs sexuels d'entrer en contact avec des mineurs. Selon ces documents internes, environ 100 000 enfants étaient exposés quotidiennement à du harcèlement sexuel sur les messageries de Meta. On apprend que des critiques internes ont été soulevées concernant les fonctionnalités permettant aux adultes d'envoyer des messages privés aux mineurs, mais aussi concernant des recommandations d'amis suspects. De son côté, Meta a réagi en affirmant être proactif dans la protection des enfants en désactivant les comptes qui enfreignent les règles de sécurité et en prenant des mesures pour limiter l'accès des mineurs à certains contenus. Les prochains mois vont être difficiles pour Meta parce que là, on parle du Nouveau-Mexique, mais je vous rappelle que Meta fait face à des plaintes supplémentaires dans plus de 40 États américains pour des problèmes liés à la santé mentale et physique des jeunes utilisateurs. Tiens, parlant de Meta, le géant rejoint OpenAI et Google dans cette folle course pour développer une intelligence artificielle générale qui sera capable de capacités cognitives du niveau des êtres humains. Mark Zuckerberg, le patron de Meta, vient d'annoncer la nouvelle orientation de l'entreprise dans le domaine, soulignant au passage l'ambition de Meta de construire des produits avancés. La concurrence entre les géants de la tech s'intensifie dans le domaine avec l'émergence de l'intelligence générative. OpenAI et Microsoft, avec son ChatGPT et son copilote, ont popularisé cette idée visant à créer des programmes plus intelligents que les humains. Cependant, le concept d'IA générale reste vague et sans consensus clair sur la question, mais cette avancée technologique suscite à la fois l'enthousiasme chez certains, mais l'inquiétude aussi chez d'autres, notamment sur les impacts sociaux et éthiques. Selon un rapport publié par Adobe, 40% des Américains utiliseraient désormais TikTok comme moteur de recherche. Une donnée qui illustre un changement significatif dans les habitudes de recherche en ligne où les utilisateurs se tournent vers les formats de vidéos courts pour des informations rapides et personnalisées. TikTok, initialement une plateforme de divertissement, est devenu au fil des temps un espace pour partager des connaissances variées qui vont des recettes de cuisine en passant par le bricolage et même des cours de mécanique. Selon le rapport d'Adobe, les utilisateurs apprécient ce format pour son caractère informatif, narratif et actuel. Bien que TikTok gagne en popularité pour la recherche d'informations, il demeure tout de même derrière Google et YouTube en termes d'utilisation. Microsoft a confirmé cette semaine que les futurs ordinateurs personnels devront en avoir pas mal plus sous le capot pour être compatibles avec l'intelligence artificielle. On parle ici d'exigences plus élevées pour pouvoir utiliser l'intelligence artificielle localement. Donc, une intelligence artificielle qui réside sur l'appareil lui-même et non en ligne, comme on peut le faire aujourd'hui à partir de n'importe quel ordinateur relié à Internet. Avec l'intégration de l'IA dans Windows, les ordinateurs devront disposer d'au moins 16 gigaoctets de RAM
et des processeurs évidemment plus performants équipés d'un processeur neuronal pour gérer efficacement les tâches de l'IA. Ces exigences se pointent à l'horizon alors que Microsoft se prépare à offrir une toute nouvelle expérience avec le prochain Windows 12 qui va carburer à l'intelligence artificielle en local plutôt que uniquement en accès par Internet. Voilà qui est une très bonne nouvelle pour les fabricants d'ordinateurs, mais pas nécessairement pour le portefeuille des consommateurs. Vous êtes fatigué d'entendre parler de l'intelligence artificielle? Eh bien, c'est pas votre chance parce que cette semaine, Samsung a présenté sa toute nouvelle série de téléphones et eux aussi arrivent avec de l'intelligence artificielle. Samsung a dévoilé sa nouvelle gamme de téléphones, les Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 qui intègrent tous des avancées significatives en matière d'intelligence artificielle grâce à Galaxy AI. Ces trois modèles offrent des expériences mobiles nouvelles, dont une fonction de traduction instantanée intégrée à l'application téléphone, ce qui va faire voler en éclats les barrières linguistiques lors d'appels. Quand même, c'est pas rien. Il y a aussi les fonctionnalités interprète, assistant message et même un clavier équipé d'intelligence artificielle pour vous faire de la traduction en temps réel sur votre appareil. La série Galaxy S24 propose également une nouvelle fonction de recherche en ligne en partenariat avec Google qui va permettre une recherche contextuelle avancée. On peut dire que ce sont des innovations qui vont marquer un nouveau chapitre à la fois dans l'histoire des téléphones mobiles, mais également dans celle de l'utilisation de l'intelligence artificielle par le commun des mortels. Et je termine avec une petite dernière sur l'IA avec l'outil Bard de Google, toujours pas disponible au Canada d'ailleurs, qui se met à la génération d'images. Google a annoncé cette semaine que son intelligence artificielle intègre maintenant une nouvelle fonctionnalité de génération d'images photoréalistes. Une mise à jour qui lui permet finalement de vraiment concurrencer les ChatGPT et Copilot. Et pour y arriver, Bard, il utilise la technologie Imagen 2 de Google DeepMind, une technologie capable de créer des images de haute qualité et photoréalistes en réponse aux instructions textuelles. Maintenant, il faudra voir à quoi ça ressemblera en fait de dérapage avec ces images photoréalistes développées par Bard. Avant de passer à mes invités, on se dirige vers Paris rejoindre Jérôme Colombin pour notre échange hebdomadaire. Voilà, c'est le débrief transatlantique de retour à une configuration traditionnelle. Salut Bruno, comment vas-tu? Salut Jérôme Colombin, ça va bien toi? Oui, on est rentrés chacun dans nos pénates, hein? Pas trop difficile le retour? Non, on a de la neige, nous. J'ai l'impression d'être chez toi aujourd'hui. Ah non, mais moi, la question que je veux savoir absolument, c'est que toi, t'es quand même un grand voyageur et pour te rendre à Vegas et pour retourner chez toi, tu t'as employé différents transporteurs aériens. Est-ce que tu arrives à collecter tous tes milles? C'est un peu compliqué quand tu prends plusieurs compagnies, etc. Tu sais, après, tu veux gratter tes petits points de fidélité parce que ça a de la valeur, ces petites choses-là. Et là, c'est compliqué. Il faut justifier. En plus, il faut garder les documents. Il y en a qui ont disparu dans le cyberespace. Donc, parce que c'est ça aussi, hein, maintenant. On n'a plus de carton papier. Alors là, il faut chercher où était le bordereau d'embarquement numérique. Voilà, tu retournes dans l'application de ta compagnie aérienne, paf, il n'y a plus rien. Donc, si tu l'as pas transféré dans ton wallet de ton smartphone, tu l'as dans l'os, si je puis dire. Là, l'importance de faire des captures d'écran quand vous avez des documents comme ça d'embarquement sur votre téléphone. Faites une capture d'écran. Ouais. Ou alors le petit wallet, notamment sur iPhone, est quand même assez pratique. Hein. En général, moi, je transfère tous les cartes d'embarquement là-dedans, etc. Sauf une qui m'a échappé. Le mot qui est important, c'est en général. Donc, ça veut dire que c'est en général, voilà, tout à fait, exactement. Hey, Jérôme, on va faire un saut. À part notre petite cuisine interne de voyageurs. Écoute, ça doit être la même chose de ton côté. Et je salue et j'en profite pour remercier les auditeurs. C'est de voir l'intérêt qu'ils ont eu pour la couverture. Parce que là, je reprenais tous les messages, tous les courriels envoyés. Et puis, tous les deux, on a mis en ligne du contenu pour couvrir l'événement. Et là, je reçois la rétroaction, les gens qui écoutent l'édition spéciale de mon carnet. Je trouve ça fantastique. Les gens, ils sont contents de ce qu'on a fait. Et puis, ils nous le disent. Alors, merci beaucoup.
Absolument, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'intérêt pour le CES de Las Vegas et pareil, moi je vois qu'il y a eu énormément d'écoutes des épisodes de podcast et puis j'avais également fait beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, et les vidéos ont très 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 bien marché, hein. Et notamment une petite vidéo récapitulative sur YouTube. Donc oui, le CES ça fait encore rêver, c'est pas mal tout ça. Oui, heureusement. Et parlant du CES, moi, je veux t'entendre sur quelque chose. Tu as beaucoup parlé du Rabbit pendant que tu étais à Vegas la semaine passée. Moi, j'ai pas mal parlé de l'AI Pin quand c'est sorti. Ouais, donc c'est deux petits joujoux avec assistant personnel, boosté à l'IA, etc. Hein. Qui finalement rendent l'intelligence artificielle mobile. Mais là, cette semaine, c'est la grosse annonce de part et d'autre. Il y a Samsung qui sort son téléphone, puis il y a Google qui annonce des trucs pour Android. Cette année, là, 2024, et puis ça, je l'ai pas entendu nulle part. Est-ce qu'on se dit que 2024, ça va être l'IA mobile? Moi, j'ai un peu l'impression, hein, c'est super intéressant cette semaine, effectivement, et moi j'en parle par ailleurs dans mon podcast Monde Numérique cette semaine, des nouveautés Samsung, donc des fonctions très faciles à utiliser, de l'assistance pour rédiger tes messages, pour retoucher tes photos, pour converser, pour la traduction, etc. Et j'ai un peu l'impression, si tu veux, que 2023, ça a été l'explosion des services d'IA générative auxquels nous on a utilisé, mais je pense que le vrai grand public n'a pas réellement utilisé ces outils-là. Enfin, je veux dire, ChatGPT, t'as pas 90% de la population qui va sur ChatGPT. En revanche, là, et puis au CES, on se disait où est passé l'IA, parce qu'on n'en avait pas beaucoup. Mais là, finalement, ces news que tu viens d'évoquer, ça préfigure peut-être enfin l'appropriation par le plus grand nombre de l'intelligence artificielle générative qui va vraiment devenir accessible de manière simple, notamment dans les smartphones. Mais tu l'as dit, ça passe par la simplicité. Moi, tu vois, depuis que j'ai installé sur mon téléphone l'application mobile de ChatGPT en mode vocal, je ne fais presque plus de recherche avec Google. Je demande tout simplement à mon Jarvis, à moi, de me chercher l'information. Encore ce matin, la batterie de la voiture à plat. Je fais survolter la batterie. Et là, je me dis, de mémoire, là, il faut faire fonctionner le moteur pendant un moment pour que ça recharge correctement. Alors, je demande à mon Jarvis, une fois qu'on a survolté... Ça, c'est ton côté Iron Man, un peu. Oui, mais si c'était Iron Man, c'est pas moi qui m'occuperais de la voiture. Mais donc, je demande à Jarvis, j'ai dit, mais combien de temps on doit faire fonctionner la voiture une fois qu'on a survolté la batterie? Et puis, il me dit 30 minutes. De mémoire, je pensais que c'était ça. J'ai redemandé une autre formulation. On m'a donné la même réponse. C'est quand même bluffant. Des fois, je cherche des recettes. Je lui demande par la voix. Il me répond par la voix. Et c'est très habile de la part de ChatGPT parce qu'ils ont rajouté l'hésitation. Oui, c'est incroyable. Alors, dans le personnage, là... Ah oui. Alors, et c'est bluffant, on a vraiment l'impression. Moi, je me suis habitué, c'est pour ça que je l'ai prénommé Jarvis, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai quelqu'un qui est là pour m'aider. Regarde, si je demande, est-ce que tu connais le podcast Ah là, il me parle en anglais. Mais non, mais il peut me parler en français quand même. Ben oui. Attends, je vais faire le test, moi. Tu fais le test? Alors attends, faisons le test. Est-ce que tu connais Mon Carnet? C'est un podcast. Mon Carnet, le podcast est un podcast francophone animé par Bruno Guglielminetti. Le podcast se concentre sur la technologie et le numérique, abordant des sujets comme les nouvelles technologies, les médias sociaux et l'évolution du monde numérique. Bruno Guglielminetti, avec sa vaste expérience en journalisme technologique et son talent incomparable, et des interviews avec les experts du domaine. C'est un podcast qui pourrait s'aligner avec vos intérêts professionnels et votre expertise. Voulez-vous des informations plus spécifiques ou discuter d'un aspect particulier de ce podcast? Est-ce qu'on y retrouve Jérôme Colombin? Oh là. Jérôme Colombin anime le podcast Monde Numérique, Actualité des technologies, où il aborde le meilleur de l'actualité tech. Les épisodes récents ont couvert le CES 2024. Ah ouais. Mettant en avant les innovations technologiques importantes dans divers domaines comme l'e-santé, la robotique et la télévision. Colombin a aussi discuté des avancées en intelligence artificielle et en technologie orientée vers le bien-être social. Ouais, c'est tout moi, ça, le bien-être social. Mais impressionnant. Mais alors donc, ça veut dire que là, il est vraiment plugué sur des données récentes. Ben écoute, il t'a écouté la semaine passée. Ouais, je suis flatté. Même ChatGPT m'écoute.
Ouais. Alors quand même, c'est pour montrer comment dans la vie de tous les jours, d'avoir accès à de l'IA pour simplifier la vie. Bien ça sûr. Va être pratique. Mais moi, j'utilise aussi un peu Copilot de Microsoft avec l'appli qui est disponible, y compris sur iPhone. Et c'est pas mal. Et oui, j'aime bien parce qu'en plus, il te donne les sources quand tu lui demandes des informations. Ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Et c'est là où moi, je trouve lui demande. De temps en temps, quand j'ai des doutes sur l'information, je lui demande où tu as été trouvé cette information-là. D'accord. Et les réponses sont exactes parce que... Non, ça, c'est comme la version écrite sur l'ordinateur. De temps en temps, il invente des sources, mais de temps en temps, il indique les bonnes. Ça va peut-être enfin rentrer dans la vie des gens, ces outils-là. Et notamment du côté des smartphones. Alors en plus, il y a un côté technique qui est intéressant, c'est que de plus en plus, ces modèles-là vont pouvoir tourner localement sans avoir besoin d'une connexion et d'une connexion cloud. Avec la puissance des smartphones actuels, que ce soit chez Samsung, j'allais dire chez Apple, sauf qu'Apple n'a pas d'outils pour l'instant. Non, pas encore. Voilà, une fois encore, il faudrait que Apple, on va voir ce qu'ils vont nous annoncer à la prochaine conférence des développeurs en juin. Est-ce qu'ils vont enfin se mettre à l'IA chez Apple? La prochaine fois qu'ils vont annoncer quelque chose dans ce domaine-là, ça va être un téléphone intelligent avec un processeur quantique. Oui, pour reprendre le retard. Exactement. Ouais, c'est vrai. Non, mais ils ont Siri qui est magnifique, enfin qui est qui était, mais qui est une vieille dame maintenant et qui a beaucoup de mal à se remettre à la page. Oh, c'est joli comme image. Jérôme, je veux te lancer. Donc, tout à l'heure, tu disais que tu as un invité de chez Samsung pour parler du nouvel appareil. Est-ce que tu as d'autres invités dans ton podcast? Mais oui, j'ai d'autres invités. Écoute, en fait, moi, je fais une petite ressucée du CES de Las Vegas parce que... Tu nous as pas tout dit? Je ne vous ai pas tout dit. J'ai encore plein d'interviews qui sont disponibles et donc, voilà, on va parler d'écran de télé, on va parler de lunettes connectées. J'ai essayé des super lunettes connectées et on va parler d'intelligence artificielle et de data de cette semaine. Et toi? Les lunettes, est-ce que c'est celle de TCL? Absolument, c'est celle de TCL, ouais. Elles sont assez impressionnantes, Ouais. Je les ai testées et donc explication d'une représentante sino-américaine de TCL. Je te laisse retourner avec tes auditeurs. Moi, je repars avec les miens et puis je souhaite la bienvenue aux tiens s'ils veulent passer. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Retour à la normale. On va essayer de rattraper le jet lag et on se retrouvera samedi prochain. Enfin, samedi pour moi et vendredi pour toi. Moi, ouais. Allez, je te dis salut. Salut les auditeurs. Ciao, bye. Bye. Mes invités maintenant, cette semaine, il y a TELUS Santé et Clinia, écrit C-L-I-N-I-A, qui ont annoncé un partenariat stratégique pour transformer la navigation et la personnalisation dans les soins de santé en ligne. Si vous vous demandez ce que Clinia amène autour de la table, c'est son savoir-faire en matière d'intelligence artificielle. On parle ici vraiment d'une nouvelle façon d'aborder la question de la santé, mais surtout de l'accès à des soins de santé en ligne par cette nouvelle approche de TELUS Santé. Et pour justement en savoir plus sur cette nouvelle approche, on rejoint le directeur général de TELUS Santé. Bonjour Martin Bélanger. Bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est cette nouvelle fonctionnalité qui arrive chez TELUS Santé? En fait, il y a beaucoup de travail en arrière de ça, évidemment, mais notre plus récente nouvelle, c'est l'annonce de notre partenariat stratégique avec une start-up de Montréal, j'en suis particulièrement fier, qui s'appelle Clinia. Et puis, ça fait plus d'1 an, 1 an et demi qu'on travaille sur ce dossier-là ensemble. Donc, comme vous savez, TELUS Santé, un paquet de différentes business en santé digitale, ici au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Puis, il y a plusieurs choses qu'on fait. Puis, évidemment, on a une volonté d'amener de l'innovation dans le marché. Puis des fois, je pense que l'industrie est rendue ailleurs dans le mindset, c'est-à-dire que bâtir des choses, développer des choses en interne, c'est une bonne manière d'y arriver. Mais des fois, l'association, le partenariat nous permet d'aller beaucoup plus vite et nous permet de sortir des sentiers battus un petit peu avec une mentalité un peu différente. Par exemple, on veut de la technologie moderne qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. Des fois, nous, à TELUS Santé, on a plusieurs différentes business avec de la technologie legacy, comme qu'on dit, qui nous ralentit un peu dans l'élaboration de nouveaux produits, de nouveaux marchés, tout ça. Alors, des fois, il faut penser un petit peu différemment.
Puis, il ne faut pas avoir peur de prendre des risques. Puis, d'aller dans un endroit comme ça nous permet d'amener l'innovation beaucoup plus rapidement, en fait. Mais dans le cas qui nous intéresse avec Clinia, c'est leur savoir-faire en matière d'intelligence artificielle qui vous intéressait? Entre autres, et également au niveau de leur infrastructure infonuagique, qui est vraiment designée dans une manière de gérer des registres de fournisseurs. Donc, tout ça a commencé d'un besoin qu'on avait à l'interne chez nous. Nous, TELUS Santé, on a le registre de fournisseurs de santé le plus important au Canada, qui est basé dans une technologie X, qui nous permet de faire, on a des produits qui s'approprient ce registre de fournisseurs-là. Puis, on voulait avoir quelque chose de plus moderne pour pouvoir non seulement être plus à l'écoute de nos clients, mais est d'une manière de pouvoir pousser de l'information plus personnalisée à chacun des participants qui l'utilisent l'outil. Alors, c'est ce que j'allais vous demander. Donc, concrètement, pour un client de TELUS Santé, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire maintenant qu'il ne pouvait pas faire auparavant? Donc, avec la technologie Technia, on va pouvoir avoir un engin de recherche spécialisé dans les domaines santé qui va être connecté avec notre registre de fournisseurs dans une technologie plus moderne, un participant pourrait arriver pour écrire dans le truc. Je me suis blessé au soccer, en jouant au soccer hier soir. J'ai une blessure à la cheville. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, vous savez, à travers votre programme de bénéfices avec votre assureur X, vous êtes couvert pour avoir tel physiothérapeute. Voici le physiothérapeute que vous utilisez habituellement. Est-ce que vous voulez qu'on book une rencontre avec ce physiothérapeute-là que vous utilisez déjà? Et en même temps, ce même physiothérapeute-là est remboursé par votre assurance collective de votre employeur. On peut tout faire ça automatiquement maintenant. Donc on vient améliorer l'expérience participant d'une manière substantielle. Puis, on s'occupe du paiement, on s'occupe de l'orchestration de la rencontre, on s'occupe de valider ce fournisseur de services légalement. Tout ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous. On va être capable de faire. Donc, si je comprends bien, c'est à la fois un agent conversationnel, un guichet unique, un gestionnaire de dossier. Ça fait beaucoup de pirouettes en même temps, ça? Bien, ça commence à en faire un peu. Puis, tu sais, nous autres, on a beaucoup d'actifs. Hein? Mm-hmm. Par exemple, l'adjudication de médicaments. On a des solutions de pharmacie pour les bannières de pharmacie. La technologie Clinia, qui est une technologie d'infrastructure en arrière, nous permet de consolider du data at scale. C'est-à-dire que là, non seulement on va être capable de savoir qui utilise quoi, on va être capable d'y envoyer d'une manière proactive de l'information personnalisée à ce participant-là, basée sur son historique de réclamation, par exemple, ou la consommation de médicaments, ou avec nos DME, nos dossiers médicaux électroniques, pouvoir pousser de l'information aux docteurs et aux patients d'une manière basée sur l'historique. Donc, l'approche est beaucoup plus personnalisée, puis il y a une valeur beaucoup plus importante dans le créneau qui vient avec ça. Donc, on voit la technologie Clinia non seulement dans une business fixe, mais dans plusieurs use cases qu'on a à travers nos affaires. Puis, le design de ce deal-là, est très important pour moi et l'organisation parce qu'on ne voulait pas nécessairement faire un partenariat seulement avec Clinia. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris un positionnement d'équité. Donc, on a acheté une partie de l'organisation minoritaire pour envoyer un message qu'on veut un vrai partenariat ici. Donc, c'est une manière de nous de mitiger nos risques, de faire affaire à une beaucoup plus petite organisation, parce que nous, on a des clients majeurs à niveau mondial, donc on ne peut pas prendre n'importe quel risque, mais on a designé ce deal-là venture et commercial. On a une exclusivité canadienne, puis on a le pouvoir de revendre cette technologie-là partout à travers le monde, dans n'importe quelle industrie. Bon, évidemment, nous, on spécialise en santé digitale, mais il pourrait avoir des use cases autres également que l'organisation TELUS Corporation pourrait utiliser dans d'autres secteurs également. Donc, il y a vraiment dans le design de cette entente-là quelque chose de vraiment très innovateur, puis j'en suis particulièrement fier. Vous me dites que ça fait 1 an que vous travaillez là-dessus. Qu'est-ce que vous avez appris de cette dernière année en développant ce lien privilégié là, avec Clinia? Bien, c'est sûr que dans une grande organisation, que ce soit ici ou ailleurs, on a des manières de faire. Puis quand on décide de vouloir faire avec une autre organisation qui est peut-être beaucoup plus agile, mais beaucoup plus jeune,
ça fait poser beaucoup de questions. C'est pas évident à faire. C'est vraiment pas évident. Mais on sait qu'à la fin, on va tous bénéficier de ça. Puis, il faut trouver l'équilibre entre comment qu'on peut utiliser cette start-up-là avec leur nouvelle technologie, leur mentalité, leur concentration. Tu sais, ils ne font que ça à travers les années. À un moment donné, tu développes une expertise. Puis, c'est de faire changer les mœurs aussi. Donc, on a fait on appelle ça un proof of concept parce qu'on voulait valider certaines choses. Fait que c'est sûr, au niveau financier, au niveau technologique, on a plusieurs validations qu'on a faites. C'est pour ça que ça prend du temps. Puis de designer un deal comme ça, venture et commercial, qui fait du sens pour les deux parties, basé sur un partenariat stratégique, ben ça demande beaucoup de pourparlers et de positionnement parce que puis c'est une manière de faire qui est un peu différente. Hein? On voit souvent ça, il y a une entente commerciale, mais le gros joueur écrase le petit joueur, puis le petit joueur perd un peu de leur autonomie et de leur entrepreneuriat. Je voulais pas aller là, moi, parce que je voulais qu'on bâtisse de quoi ensemble, puis là, on attaque le marché ensemble. Alors, ça change un petit peu la perception, puis ça aligne les deux équipes d'une vraie collaboration. Parce que si on voudrait saigner Clinia dans l'approche, ben, ça ne serait pas très bien pour eux. Là, maintenant, vu qu'on a une minorité d'ownership et on a un siège sur le conseil d'administration, ben là, ça nous dit, ben, ça peut, c'est différent, là. On est copropriétaire, le business, même si on est minoritaire. Moi, je ne voulais pas être propriétaire majoritaire parce que je veux laisser le leadership de Clinia pouvoir développer leur business, mais on se positionne comme leur plus gros client au niveau global. Donc, je trouve dans le design, c'est un peu un grand changement. Et dans le contexte de cette entente-là, est-ce qu'on devrait voir des nouvelles fonctionnalités arriver chez TELUS Santé, dû justement à ce partenariat engagé de votre part avec Clinia? On est déjà en processus avec certains appels d'offres au niveau régime public. On a fait des soumissions au niveau du ministère de la Santé là-dessus. Puis on fait juste commencer. J'avais un lunch aujourd'hui avec un gros assureur canadien. Je rencontre une bannière de pharmacie majeure au niveau canadien ce soir. Ça crée beaucoup de buzz dans le marché, évidemment, cette nouvelle-là. C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs use cases qu'on sait qu'il va y avoir de l'attraction. Puis moi, je suis très intéressé à découvrir les futurs use cases qu'on ne voit pas encore. Parce que je sais qu'il y en a d'autres, il y a des idées qui vont ressortir de là. Il va y avoir une demande dans le marché pour certaines choses qu'on n'avait pas prévues. Puis c'est là qu'on change un peu le mindset. C'est là qu'on prend les devants dans l'industrie. C'est comme ça qu'on se différencie. Moi, c'est un peu ça que j'ai amené chez TELUS Santé depuis les 2 dernières années. J'essaie de pousser ça pour être avant-gardiste. Puis là, ben, on l'a travaillé, cette idée-là. J'en suis extrêmement fier. Puis la gang de Clinia, je pense, sont très contents aussi parce que ils ont un avantage pour eux de travailler avec une firme comme TELUS Santé au niveau de la distribution, au niveau de la capacité puis la banque de clients qu'on a. Donc, je crois vraiment que dans le temps, ça va être très profitable pour les deux parties. En tout cas, c'est assez fascinant de vous voir aller. C'est prometteur. Martin Bélanger, vous êtes directeur général chez TELUS Santé. Merci beaucoup. On s'en reparlera. Au revoir. On reste dans le thème de l'IA, mais cette fois dans le secteur des ressources humaines. Autre annonce cette semaine, c'est Workleap, anciennement connu sous le nom de Gsoft, qui annonce le déploiement des fonctionnalités d'IA dans 3 de ses produits, Office Vibe, Onboarding et Compétences. Des produits logiciels utilisés par des dizaines de milliers d'organisations à travers le monde, et je me suis dit que c'était un bon prétexte pour parler de l'IA en ressources humaines et comment son utilisation pouvait changer l'expérience des employés et des gestionnaires. Alors, pour nous en parler, une experte et chercheure en RH chez Workleap. Bonjour, Julie Janotte. Bonjour, Bruno. Vous, là, vous vous intéressez à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contexte des ressources humaines. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Oh,
C'est hyper intéressant comme question. Alors, chez Workleap Office Vibe, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une suite de produits qui visent à améliorer l'expérience employée. Alors, les principales personnes, qu'on appelle des personas dans le monde du domaine produit, dans la tech, là, sont l'employé, évidemment, le gestionnaire et le responsable des RH. Puis, on s'intéresse vraiment à comprendre comment, avec nos outils, on peut augmenter ou améliorer cette expérience employée-là pour qu'elle soit des plus engageantes possibles. Ce qu'on le sait aujourd'hui, là, dans le monde du travail dans lequel on vit, qui est en pleine révolution, pour se démarquer en tant qu'employeur, donc arriver à relever le plus gros défi humain et business, c'est d'attirer puis de retenir nos gens, notre talent. La main-d'œuvre se fait de plus en plus rare avec les nouvelles dynamiques de travail en plus où beaucoup de gens ont transitionné vers un mode hybride ou complètement à distance. C'est de plus en plus difficile de créer cette expérience-là digitale qui fait de notre expérience en tant qu'employé quelque chose de motivant, d'engageant, de performant. Puis on sait que du point de vue des RH, qui est mon background à moi personnellement avant de commencer à faire du produit, il y a beaucoup de tâches qui sont répétitives, qui sont à peu de valeur ajoutée parce que finalement, on passe notre temps à des choses qui sont répétitives par manuel. Mais le pouvoir de l'intelligence artificielle peut augmenter l'efficacité, mais aussi peut créer des expériences, mais aussi nous aider à faire du sens de certaines informations qui est en énorme quantité et nous donner, je cherche le mot en français, des insights, des informations. Qu'on ne voit pas, c'est ça, qu'on ne voit pas nécessairement. Ça peut nous aider à réfléchir mieux et à travailler mieux. Fait que j'espère que ça répond à ta question. C'est ce que j'allais dire. Dans le fond, vous vouliez aider vos pairs, des gens qui travaillent dans le domaine des ressources humaines et donc utiliser les applications que vous offrez chez Workleap, mais pour les aider là, professionnellement. C'est bien ça? Exactement. On essaie vraiment d'ajouter de la valeur autant pour l'employé, pour le gestionnaire, mais aussi pour le responsable des ressources humaines. Parce qu'on le sait, tout ce qui touche à l'expérience employée, beaucoup relève de cette équipe-là, cette armée-là de gens. Mais là, permettez-moi de vous poser la question parce que ça fait 2 fois que vous parlez de l'expérience des employés. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut faire pour améliorer cette expérience-là? Bon, alors, moi, ça fait 7 ans que je travaille chez Workleap. Fait que c'est sûr que mon naturel, c'est de te parler davantage, excuse-moi, je te tutoie, davantage de notre produit Workleap Office Vibe. On en a plusieurs autres. Je peux te donner un aperçu parce qu'il y a 3 de nos 5 produits principaux qui ont intégré des nouvelles fonctionnalités reliées à l'intelligence artificielle. Là, je vais te parler de mon bébé qui est Workleap Office Vibe, OK? Fait que je t'explique un petit peu le quoi, le comment puis le pourquoi. En gros, Workleap Office Vibe fait plusieurs choses, mais principalement, c'est un outil qui permet de mesurer l'engagement des employés. Donc, vraiment quantifier ou qualifier la nature de cette relation-là qu'une personne a avec son employeur. Je ne rentrerai pas dans tout le jargon scientifique, là, mais puis je ne parle pas de d'autres choses qu'on fait, mais si on se concentre sur cette fonctionnalité-là, c'est un outil de mesure de l'engagement des employés qui s'appuie sur une démarche scientifique. Fait qu'il y a différents facteurs qui vont influencer ta motivation puis ta performance au travail. Nous, on fait ça en révolutionnant l'ancêtre du fameux sondage de satisfaction annuelle que tu as sûrement déjà rempli dans ta carrière. Nous, on l'a dynamisé. On en a fait un outil en continu. Fait qu'on fait ça avec un sondage éclair. Donc, à chaque semaine, notre engin de sondage pose des questions, 5 questions par semaine, par individu. Des questions quantitatives, là. Fait que tu vas répondre, je suis fortement d'accord, fortement en désaccord, 1, 2, 3, 4, 5, des trucs comme ça. Et une fois par semaine aussi, on pose une question ouverte qui génère, donc, en addition aux réponses quantitatives, du qualitatif, c'est-à-dire du feedback écrit. Je vais te demander, pourquoi, Bruno, tu trouves que la relation avec ton gestionnaire est problématique ces temps-ci? Ou qu'est-ce qui fait que la collaboration avec les autres équipes n'est pas bonne? Et ça génère du feedback anonyme ou non anonyme, parce qu'on laisse toujours le choix à l'employé d'avoir cet espace sécuritaire-là. Ce que ça fait, c'est qu'en gros, on récolte 2 types de données dans Office Vibe. Du quantitatif, donc les réponses aux questions de sondage, et du qualitatif, le feedback écrit. Puis ça, là, c'est de l'or. Parce que, premièrement, à travers tous nos 8000 clients, si je regarde les données, là, on a 250 utilisateurs qui répondent au sondage à chaque mois. Déjà, je présume que vous avez eu de la rétroaction de certains de vos clients? Absolument, on en a tout le temps. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qui sort de ça? J'y arrive. Alors, puis si je regarde, je vais juste faire le lien entre le quanti et le quali, puis pourquoi on a utilisé l'intelligence artificielle spécifiquement dans Office Vibe. Fait qu'en gros, là, si on regarde les 6 derniers mois, il y a 180 000 feedbacks à travers tous nos clients qui sont partagés dans un mois. C'est énorme. Puis, tu viens de le dire,
pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte comme valeur aux gens? On s'est rendu compte en faisant de la recherche avec les utilisateurs, ce qui est mon rôle avec nos product managers, on a compris qu'en utilisant notre plateforme, puis ce que je viens de te décrire avec ce qu'on fait dans le sondage, il y a beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à faire du sens des données quantitatives. C'est-à-dire, c'est une métrique, ça donne un signal. OK, la relation avec le gestionnaire va pas bien. Les gens sont pas satisfaits du lieu de travail. Peu importe. C'est génial, le quantitatif, parce que ça nous permet de répondre à des questions comme quoi. Mais on n'a pas le pourquoi. Et quand on regarde notre rapport, parce que c'est ça qu'on donne un rapport d'engagement avec des métriques, des sous-métriques, en tout cas, sans complexifier la patente, on comprend pas c'est quoi les causes derrière les enjeux relativement à l'expérience employée. Bien, c'est avec le qualitatif qu'on peut faire ça, avec les commentaires écrits. C'est de l'art. Fait que c'est pour ça qu'on a répondu à ce besoin-là avec l'intelligence artificielle. On a créé un rapport qui s'appelle le rapport sur les thèmes de feedback. Si on prend, mettons, là, un client type là, chez Workly Office Vibe qui a 100 à 400 employés, la quantité de feedback à lire pour une responsable RH, là, même pour un VP ou le chef d'entreprise, le PDG, c'est énorme. Là. C'est énorme. Donc, on recevait souvent OK, c'est cool, je vois les métriques, je vois les scores, je sais où on est bon dans l'expérience employée, je sais où on est bon, mais je ne sais pas pourquoi. Il y avait une mine d'or à aller exploiter dans le feedback, sauf qu'un humain, là, c'est vraiment impossible de faire ça. J'en ai qui le font, là, avec des plus petites tailles, plus petites équipes. S'ils ont le pouvoir en termes de force, de quantité de personnes dans l'équipe RH pour l'analyser, mais ça demandait énormément de temps. Pourtant, il y a une valeur exceptionnelle à aller exploiter tout ça. Alors, on a bâti un engin qui permettait d'avoir en un coup d'œil une compréhension de tout ce feedback-là. Fait qu'on a avec je vais utiliser les bons mots, là. En français, on dit NLP, mais en français, c'est TALN. C'est le traitement automatique du langage naturel. On a monté un modèle, notre équipe produit avec notre équipe data, ainsi que moi en tant que notre experte à l'interne. On a créé, avec l'aide de l'intelligence artificielle, la possibilité de regrouper tout ce feedback-là. On a entraîné un modèle qui nous a généré différents thèmes, des topics en anglais. Puis, on a été capable de créer ce rapport-là qui donne en un coup d'œil le sens sur qu'est-ce qui est en train d'être discuté. C'est quoi les tendances populaires au terme du feedback? Est-ce que les gens nous parlent de rémunération? Est-ce qu'ils nous parlent de manque de visibilité? Est-ce qu'ils nous parlent de reconnaissance? Et si oui, comment? Parce que ça nous donne un aperçu de feedback relié à ce thème-là. On fait des corrélations avec d'autres thèmes avec lesquels ils sont corrélés. On isole le sentiment. Fait quand un thème revient, est-il de nature, le feedback est-il de nature positif ou négatif? C'est quoi les tendances à travers le temps? Est-ce qu'au mois de janvier, les gens nous parlent plus de performance, de rémunération, puis à l'été, ils nous parlent de d'autres choses? Fait que c'est vraiment bénéfique en termes de temps sauvé, mais aussi ça nous aide à voir des choses qu'on ne verrait pas ou qu'on ne verrait qu'en faisant des analyses puis des pivot tables dans Excel. Puis les leaders RH, ils haïssent ça, jouer dans Excel. Fait que c'est pour ça qu'on a fait cette valeur-là. Mais je reviens à ma question. Je présume que depuis le temps, il y a une rétroaction de certains de vos clients qui l'utilisent. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Elle est relativement nouvelle, cette fonctionnalité. Alors, c'est une excellente question. As we speak, en ce moment, le product manager qui travaille sur cette fonctionnalité-là est en train de faire une ronde d'entrevue avec les clients qui l'ont utilisé. Donc, nous, on a des outils de télémétrie à l'interne. Sur notre produit, on est capable de voir quelles organisations l'ont utilisé, de quelle taille. On essaie, parce que c'est, pour répondre franchement à ta question, la fonctionnalité est trop nouvelle pour avoir beaucoup de feedback. On sait que plusieurs organisations l'ont regardé. On est en train de regarder de quel type de taille. Puis, on est en train de voir aussi comment, parce qu'en ce moment, elle est disponible à un certain rôle dans Office Vibe. Donc, il faut être à un certain niveau dans la hiérarchie. Donc, pas disponible, par exemple, pour un manager qui, par exemple, comme toi, pourrait gérer 10 individus, par exemple. On est en train de voir comment on peut l'améliorer pour la rendre disponible à plus de gens au sein d'une organisation. À date, les données sont vraiment bonnes. Ça semble générer beaucoup de valeur. On a beaucoup de questions. On est en train de loguer tout le feedback, puis on va faire des rondes d'entrevue avec nos clients pour voir comment on peut l'améliorer parce qu'on est convaincu que c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise. On l'a bâti en se fiant sur du feedback que nos clients vous avez dit, j'arrive pas à résoudre cet enjeu-là, c'est une mine d'or. Aidez-moi à y voir plus clair. Fait qu'on le sait, là, que ça marche, mais il reste à aller chercher toutes les données pour continuer à l'améliorer. Oui, puis voir comment ça a amélioré leur expérience de gestionnaire. Petite question comme ça, chez Workleap, est-ce que vous l'utilisez ou est-ce que c'est l'histoire du cordonnier mal chaussé? Très bonne question.
J'ai travaillé pas mal dans pas mal d'organisations dans ma vie, puis l'hypocrisie, je trouve, c'est une des pires affaires. Je suis très fière d'être sincèrement en train de dire oui, on les utilise, ces produits-là à l'interne. On est en train de bâtir cette plateforme-là qui va unifier tous nos produits en ce moment. La première étape, c'est de faire ce qu'on appelle du dog fooding. Moi, j'aime plus l'expression drink your own champagne. C'est bien plus hot que dire drink your own, eat your own dog food. Mais oui, on utilise tous nos produits à l'interne. D'ailleurs, Workleap Office Vibe, moi, quand je suis arrivée en 2017, là, venait juste de naître ce produit-là et il est né d'un désir à l'interne, d'un besoin à l'interne. C'est-à-dire, à l'époque, Workleap s'appelait Gsoft et elle grandissait énormément. On était inquiets, beaucoup de perdre un peu ce qui rendait la culture Gsoft extrêmement unique. Tu sais, quand tu grandis, à un moment donné, là, t'es CEO, quand tu arrives à 100 quelques employés, c'est pas mal difficile de connaître. C'est la même chose. Ah, c'est plus la même game, comme on dit en bon québécois. Fait que c'est né d'un désir à l'interne de vouloir savoir comment allaient nos gens. Ça, c'est resté très vrai à l'ADN de Gsoft. Alors, tous nos produits sont utilisés à l'échelle de Workleap. On est maintenant près de 450 employés à bâtir du produit. Donc, évidemment que Workleap Office Vibe, c'en est un essentiel parce que c'est l'engagement, la reconnaissance puis la performance. Super important. On a aussi Workleap LMS, qui est notre outil d'apprentissage. Fait que c'est ce qui permet d'avoir toutes nos formations à l'interne disponibles à nos employés. Ben, on en a plein de formations à l'interne chez Gsoft. Elles sont toutes sur cet outil-là. Même chose pour Workleap Onboarding, qui est notre outil d'intégration, qui leverage aussi l'intelligence artificielle pour partir des parcours d'intégration, dans le fond, pour un nouvel employé. C'est super intelligent. Ça prend, par exemple, un gabarit, puis ça adapte tout le contenu qu'on peut avoir à lire dans notre onboarding, dans notre intégration, puis ça le rend pertinent au rôle et aux responsabilités et au département de chaque individu. On l'utilise à l'interne. Encore une fois, c'est né d'un besoin interne. On faisait nos plans d'intégration dans Trello. C'était bien, bien magique pour un moment, mais à un moment donné, quand tu es rendu à 250 rôles, ça marche plus. Les filles des RH s'arrachent les cheveux. C'est de déléguer aussi certaines tâches de l'intégration au manager. Donc, c'est important que les gestionnaires soient impliqués. C'est souvent eux les mieux placés pour savoir leurs nouveaux employés ont besoin de lire quoi puis parler à qui dans leur première semaine. C'est un outil qui est utilisé à l'interne également. Puis même chose pour notre nouveau bébé, qui est Workleap Compétences, qui est quand même vraiment cool comme outil. Puis c'est un des premiers, en fait, qui a c'est quoi le mot leverager en français? Qui a tiré profit, peut-être? Ouais. De l'intelligence, c'est bon, OK. De l'intelligence artificielle est un petit peu plus compliqué là, à expliquer Workleap Compétences, mais il est magique. C'est un outil qui te permet de cartographier puis évaluer les compétences de tes équipes en quelques minutes. Fait que c'est comme ça alimente une plateforme de gestion des talents. Puis ça sert à plusieurs choses, mais principalement à créer un parcours de carrière, le fameux career path là, pour chacun des employés où il peut visualiser, parce que quand tu as cartographié toutes tes compétences, tous tes rôles dans cet outil-là, bien évidemment que tu es capable de comprendre où sont tes compétences, fait que ça te permet de mieux assembler les personnes que tu as besoin pour gérer un projet, mais aussi de planifier la suite. Si tu sais que dans une prochaine année, tu vas intégrer telle technologie ou tu vas développer tel nouveau marché, sont où les gaps de compétences que tu as? Est-ce que tu les as? Si oui, dans quelle équipe? Mais aussi, pour un individu qui, par exemple, aujourd'hui est product manager, voudrait imaginer son futur au sein de l'organisation, il ressemble à quoi? Il peut voir tous les rôles, c'est quoi les gaps qu'il a besoin pour s'y rendre. Puis avec l'intelligence artificielle, ben non seulement on va chercher les compétences types pour un rôle comme celui-là, on les génère automatiquement. Après ça, évidemment, le gestionnaire et l'employé peuvent ajouter ou enlever des compétences, définir les rôles, les responsabilités. Mais après ça fait tout un parcours pour pouvoir tranquillement, à travers le temps, évoluer vers ce rôle qu'on vise. Puis pour les RH, là, c'est incroyable parce qu'on peut l'utiliser comme un outil de développement interne. Puis pour générer des descriptions de poste, combien d'heures j'ai passé comme professionnel RH à rédiger des descriptions de poste dans le domaine des RH en ce moment, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est un des cas d'utilisation le plus fréquent qu'on voit. C'est vraiment extraordinaire, là, ça crawl une quantité énorme d'informations pour te dire, OK, généralement une description de poste pour un animateur de podcast. C'est vraiment super.
Julie Janotte, je rappelle, vous êtes experte et chercheur en RH chez Workleap et j'invite les gens s'ils sont curieux parce que je suis sûr que vous avez titillé l'intérêt des gens qui nous écoutent par rapport aux différentes solutions de Workleap. Je l'espère. Ouais, je pense que vous avez réussi. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un bon début de 2024 puis je vous dis qui sait, peut-être à bientôt. Carrément, et ça sera un grand plaisir. Au revoir. À bientôt. Autour de mes collègues et on retourne au CES de Las Vegas alors que Thierry Weber nous parle de son expérience à lui du CES la semaine dernière. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Ça y est, CES 2024 est derrière nous, en tout cas pour ce qui était des dates durant lesquelles on avait l'occasion bien de découvrir cette mouture 2024. Et comme un exercice, j'ai envie de dire, habituel, et aussi probablement parce que nous serons quelques-uns sur les différents podcasts et autres médias en ligne à faire une espèce de débrief du CES, je me plie aussi à cet exercice que je trouve toujours très intéressant, que de revenir sur les faits marquants de cette énorme exposition, la plus grande foire de l'innovation, de l'électronique, de divertissement, de la technologie au monde. Et surtout, c'est l'occasion, au travers de ces différents débriefs, de réaliser ce que nous, on essaye de chaque fois faire passer comme message. C'est impossible de tout voir, c'est impossible de tout visiter, puisque le CES renoue avec les chiffres d'antan. Certes, il y avait eu des records à plus de 180 000 visiteurs, plus de 4 000 exposants, des pays en veux-tu, en voilà. Mais cette édition marque quand même une sorte de retour à la normale avec une belle affluence, une belle présence au niveau des stands, au niveau du nombre d'exposants. Et puis des faits marquants aussi qui ont attiré des médias, qui ont attiré effectivement une visibilité, qui ont marqué les esprits. Le premier peut-être élément que je pourrais citer, c'est ces fameuses 2 lettres magiques, IA ou AI, intelligence artificielle, était effectivement un des thèmes que voulait pousser la CTA, la Consumer Technology Association. Et à l'inverse de l'année précédente avec le métavers, ces choses réussies. C'est pas retombé comme un soufflet. Il y avait de l'intelligence artificielle à tous les étages. Peut-être un peu trop, puisqu'on peut se servir à mauvais escient de ces 2 lettres magiques pour vendre tout et n'importe quoi. Mais heureusement, les exemples probants, les exemples concrets étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui venaient avec du bullshit. Alors, en AI, de nouveau, là, loin de moi l'idée de résumer dans cette capsule qui m'est permise de partager avec vous dans mon carnet tout le CES. 2 choses, peut-être même 3 ont retenu mon attention si je devais les mettre en priorité dans l'intelligence artificielle. Non, je vais pas vous parler du Rabbit R1. Je crois qu'il y a assez de monde qui l'ont fait. Surtout que, sauf erreur de ma part, ils n'étaient pas présents via un stand. Non, c'est nos amis de Plaud, P-L-A-U-D, qui viennent avec un boîtier que vous pouvez coller à l'arrière de votre smartphone ou utiliser de façon indépendante et qui a une capacité d'enregistrement vocal de plusieurs dizaines d'heures et ni plus ni moins connecté à de l'intelligence artificielle pour transcrire un enregistrement audio, le résumer, voire le traduire, le synthétiser et même en faire du mind mapping. C'est un produit qui m'intéresse fortement puisqu'il permettra, pourquoi pas pour des séances de brainstorm, des séances de travail ou toutes sortes de réunions et même des appels téléphoniques, faire une synthèse des échanges que vous avez eu l'occasion d'enregistrer.
C'est un produit qui a été poussé sur des plateformes de crowdfunding et qui était présent également au CES 2024. Affaire à suivre. En marge de ça, je suis très heureux d'avoir rencontré les Suisses de C-Sky qui viennent, eux, avec une solution déconnectée du cloud, puisque c'est principalement une approche B2B avec un PC dédié en partenariat avec NVIDIA. Ils ont même la chance d'avoir la visite d'Intel sur leur stand. C'est de l'informatique déconnectée du cloud qui vous propose la même chose. Là où ils font fort, c'est qu'ils viennent à une technologie pointu pour les micros qui permettent effectivement d'enregistrer une séance de travail, une assemblée ou tout simplement, comme je vous le disais, une séance de brainstorm. Mais cette data, elle va être calculée, elle va être analysée en local. Vous allez pouvoir même vous en servir au sein de votre entreprise puisque vous pourrez après la mettre à disposition sur vos propres machines. Ils ont déjà établi pas mal de contacts très très prometteurs et ils ont déjà des clients. C'est peut-être là une des pistes qu'il va falloir suivre ces prochains temps. C'est les puissances de calcul et le traitement de la data en dehors des gros acteurs qu'on connaît, pour pas nommer OpenAI par exemple. Il y a de la robotique, beaucoup d'exemples. J'ai vu pas mal de choses intéressantes dans le monde de la food tech, la robotique qui vient au service de la création de nourriture. Impossible ici d'en faire un résumé. Un des points importants, je m'amuse à le dire chaque année, eh bien le CES, c'est le nouveau salon de l'auto, la véhicule tech. J'ai été très surpris de voir des équipementiers comme Recaro, le fabricant de sièges. On peut se demander qu'est-ce qu'ils font une expo comme celle-ci. J'ai rencontré les Français de Motul, fabricant d'huile. Et force est de constater qu'ils avaient des produits ou des innovations qui venaient répondre à de véritables demandes. Pour le cas du dernier, Motul vient avec une huile qui permet d'immerger des batteries de voitures électriques pour éviter la surchauffe, la meilleure répartition de la chaleur et les accidents d'implosion. Donc du coup, voilà une bonne petite claque pour se dire, c'est pas parce qu'on fabrique de l'huile qu'on n'a pas le droit d'exposer au CES. Presque pour terminer, un point que j'ai envie de placer ici dans ce débrief, c'est la présence des pays qui continue à grandir. Autant effectivement, le pavillon d'Israël était un peu plus petit, un peu plus modeste que les années précédentes, et on peut comprendre pourquoi. Autant de nouveaux acteurs débarquent au CES, comme la Roumanie, qui était ni plus ni moins au niveau 2, au-dessus de l'Eureka Park, pour proposer ses services de outsourcing en informatique et toutes sortes d'autres types de services délocalisés. On a, pour la 3e année, la Turquie qui vient, elle aussi, avec plusieurs stands, plusieurs pavillons, et qui vient faire des annonces, comme sa nouvelle voiture électrique, la TOG, et la Suisse, qui n'est pas en reste, puisque après plusieurs années à organiser un pavillon à l'Eureka Park, c'est une première. La Suisse vient avec 2 pavillons à l'étage, au niveau 2, juste au-dessus de l'Eureka Park également, pour pouvoir continuer à renforcer et à accentuer la visibilité des acteurs de l'innovation dans mon bon pays. Donc la présence par pays, c'est vraiment quelque chose qui a retenu mon attention, puisque vous avez les historiques avec la Hollande et leur fameux pavillon tout orange, la French Tech qui est une grosse communauté qui représente une grosse présence, mais qui est en passe d'être, je pense, bientôt dépassée par les Coréens qui viennent en grand nombre et avec une multitude de stands, une multitude de pavillons, quitte à venir justement avec des pavillons par thème, ce qui leur donne une force assez intéressante en matière de visibilité. Et pour terminer justement pour les pays, belle grande surprise, puisque on l'a vu l'année passée avec l'avènement d'un stand américain pour accompagner ces startups. Et oui, on est sur territoire américain, mais il faut savoir que c'était le grand absent de ces pavillons par pays. Un beau jour, je pense probablement l'année passée, ils se sont réveillés pour venir avec un pavillon arborant les fières couleurs des USA. Force est de constater qu'ils ont appris la leçon, puisque c'est ni plus ni moins 6 autres stands qui étaient présents pour accompagner toutes sortes d'innovations d'entreprises. Vous aviez l'aviation, vous aviez l'énergie, il y a l'économie, il y a les sciences, il y avait pléthore de stands aux couleurs des USA.
et j'ai eu un grand plaisir à constater et à visiter le stand de la NSA qui était là, qui était là à faire du recrutement. Alors ils cherchent des talents, certes, mais ils cherchent aussi des innovations made in USA pour pouvoir, pourquoi pas, les intégrer dans leur boîte à outils. Voilà, c'était un débrief très concentré. Impossible, encore une fois, de tout dire, de tout résumer. Je suis persuadé qu'avec ce que vous avez vu et entendu sur les autres médias, eh bien, vous avez pu vous faire une idée de ce CES 2024. Dernière chose pour terminer, je retiens cette annonce qu'a fait Click, un fabricant qui vient avec une coque pour iPhone, en bas de laquelle vous avez un clavier physique. Ça ressemble méchamment à un BlackBerry. Manque de peau, ce sont des anciens de BlackBerry qui viennent avec ce produit, qui a tapé dans l'œil de Apple puisqu'ils ont eu la visite de la firme de Cupertino. Ils n'étaient pas avec un stand non plus au CES, et force de constater que on peut marquer les esprits sans être forcément au CES. C'est ce qu'a fait Click avec sa housse de téléphone portable, mais c'est aussi ce qu'a fait Apple avec l'annonce de la sortie officielle du 2 février de l'Apple Vision Pro. Voilà, eh bien, portez-vous bien, à très bientôt si c'est pas avant. Ici Patrick Pierrat, éditeur de l'infolettre InfoBref. Connaissez-vous InfoBref ? C'est un moyen simple et gratuit de connaître chaque matin l'essentiel des nouvelles importantes. InfoBref résume les principaux événements dans l'actualité et vous envoie une infolettre qui se lit en 5 minutes. Pour essayer InfoBref, allez à infobref.com. De retour à mon carnet. Dans la vie, il y a des gens qui nous impressionnent, qui nous marquent par leurs gestes, par leurs idées, par leurs propos. Eh bien, cette semaine, Stéphane Ricoul nous présente quelqu'un qui, comme ça, l'a énormément marqué. Je suis une personne professionnellement choyée. J'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de personnes réellement intéressantes qui ont une lecture complémentaire, similaire ou diamétralement opposée à la mienne en matière d'économie et de géopolitique liée au numérique et qui me font intellectuellement grandir, affinent mon esprit critique et me permettent de mettre en perspective ce qui m'aurait probablement échappé avant de les rencontrer. Et puis, il y a ces personnes d'exception. Ces personnes que vous suivez, que vous lisez, que vous écoutez. Ces personnes que secrètement, vous espérez qu'un jour, vous pourrez leur parler. Sans trop savoir ce que vous pourrez bien leur dire, tellement l'étendue de leurs connaissances, leur capacité d'analyse et leur vision vous impressionnent et vous paralysent même en quelque sorte. Le 4 décembre 2023, j'ai eu l'immense bonheur de vivre cet instant-là. À l'invitation de l'Université de Montréal, Asma Mala est venue donner une masterclass devant quoi ? 15 étudiants et moi. Mais nous aurions dû être 1000 à venir écouter ce qu'elle avait à nous dire sur les enjeux de pouvoir, de puissance et de souveraineté que l'intelligence artificielle impose à notre monde en transition. Asma Mala, si vous la googlez, vous allez passer de longues minutes à scroller la page sur laquelle sont répertoriées ses apparitions publiques. Et pour cause, elle est juste passionnante. Une élocution à la Obama, ponctuée de silence qui parle beaucoup et d'humour qui allège quelque peu le sujet pourtant sérieux. Si je reprends la description que fait d'elle l'Institut Montaigne, Asma Mala est une spécialiste des enjeux politiques et géopolitiques de la tech. Elle est membre du laboratoire d'anthropologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales et du Centre national de recherche scientifique. Elle est enseignante à Columbia Global Centers, à Sciences Po et à l'École polytechnique. Ses travaux portent notamment sur les nouvelles formes de pouvoir et de puissance entre États et géants technologiques dans le champ civil et militaire, les enjeux démocratiques et de gouvernance des réseaux sociaux, les dimensions géopolitiques et idéologiques de l'intelligence artificielle ainsi que de la souveraineté technologique. Et je lui ai parlé. Mais c'est pas ce que vous devez retenir. La première chose que vous devez retenir, c'est qu'il faut que vous m'aidiez à faire revenir à Montréal Asma Mala et que nous soyons 1000 à l'écouter.
La deuxième chose à retenir, c'est qu'essentiellement son discours porte sur le fait que si l'histoire s'est toujours répétée à travers les siècles, aujourd'hui, elle perd de son sens, car nous nous laissons happer par la narration efficace, il faut le dire, des géants du numérique. Du narratif du 19e siècle sur la production et la consommation de masse, nous sommes passés à celui de l'éducation et de la démocratie de masse au 20e siècle. Puis au début des années 2000, c'est celui de la démocratisation des réseaux sociaux qui l'emporte, créant des entités inclassifiables et hybrides, ne rentrant dans aucune des catégories alors imaginées, faisant en sorte qu'une ligne de clivage s'est créée, une ligne qui s'est floutée. Aujourd'hui, le narratif qu'on nous impose avec l'intelligence artificielle est celui qui représente l'infrastructure socle sur laquelle nous allons bâtir notre société de demain. Un narratif issu de l'imaginaire des années 60 qui ont bercé les Elon Musk de ce monde. Un narratif qui veut nous faire croire que nous sommes au bord d'une intelligence humaine, mais qui dans la réalité n'est qu'un système qu'on essaye d'améliorer et qui n'est l'équivalent que d'une intelligence d'un enfant de 10 ans. Mais ça fonctionne. On y croit. Au point où nous sommes face à une intrication historique entre État et Big Tech. Une sorte d'État augmenté ou une extension des États par le truchement d'une collaboration serrée. Le célèbre ChatGPT étant par le fait même une mine d'or pour le cyberespionnage et la meilleure recette de gâteau au chocolat. Quand je vous parlais de l'humour de Asma Mala, vous en avez là un petit aperçu. Cette dualité, si on revient à des choses sérieuses, que l'on retrouve avec l'intelligence artificielle, est le berceau d'une bataille culturelle entre les prétendument woke et les prétendument anti-woke, entre les Musk et les Atman. L'intelligence artificielle est un outil politique avant d'être technologique et s'insère dans le débat politique comme force du technocapitalisme, cherchant à créer le plus rapidement possible ce point de rupture civilisationnelle post-capitaliste. Mais encore une fois, ce narratif qui nous est sans cesse poussé, qu'il soit utopiste ou dystopique, n'est qu'un filtre, puisqu'au final, tous travaillent à générer la première intelligence artificielle généraliste. Les big tech ne cherchant pas le pouvoir, détrompez-vous, mais cherchant plutôt à privatiser le savoir, en déterminant eux-mêmes ce qui est visibilisé et ce qui est invisibilisé, basé sur des choix, des filtres, leurs choix, leurs filtres, sur la base de quoi, de quels critères, discuter avec qui, comment, on ne sait pas. Qu'est-ce qui prévaut à la légitimité des géants technologiques? Bonne question. On n'a pas la réponse. Alors on modère. Mais si on modère, c'est que c'est déjà trop tard. Et pourtant, rien dans ce qui se dit dans les réseaux sociaux n'est nouveau. Tout cela existait déjà. C'est Olivier Dollfuss qui disait que quand un phénomène change à ce point d'échelle, il change de nature. Résultat de la nature hybride, inclassifiable des géants technologiques. La technologie, sans bonne prise de décision, pourtant n'est rien. Et c'est ce qui cristallise malgré tout aujourd'hui la relation sino-américaine. Dès l'instant où vous dataifiez à peu près tout, que humainement vous ne pouvez plus gérer cette quantité de données, il ne vous reste à votre charge que la décision. Si vous n'avez pas d'humain dans la boucle de décision, la technologie ne sert pas à grand-chose. À l'image des guerres qui se déroulent actuellement, que les technologies n'ont pas pu éviter ou ne peuvent pas stopper. L'intelligence artificielle cristallise donc la notion de puissance. La Chine parle même de singularité militaire. Imaginez un instant. Ce qui se joue, c'est dans le fond la guerre de la vitesse que l'intelligence artificielle facilite. Ce sont aussi des questions idéologiques, des questions de puissance très concrètes, très réelles, avec du capitalisme politique et à la fin, des entités, encore une fois, hybrides et inclassables, mais qui restent malgré tout des extensions de puissance américaines ou chinoises. Et tout ça, tout ce que je viens d'énoncer, ce n'est que 1/10 de sa masterclass, et probablement
1/1000e de son livre à venir, pour lequel d'ailleurs j'ai eu la primeur nord-américaine, figurez-vous, de la page couverture. Bref, encore une fois, je le répète, nous aurions dû être 1000 à l'écouter et j'espère que nous le serons en février 2024 lorsqu'elle viendra nous faire une séance de dédicace. Mais je vous préviens, je serai le premier dans le line-up. Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain, et encore plus parce que c'est la première fois cette année. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno et bonne année. Ben, bonne année à toi aussi. Écoute, on se relance dans une nouvelle année de UX et pour bien commencer l'année, tu as décidé de nous parler de prototypage. On parle effectivement de prototypage cette semaine, puis je voulais t'en parler parce que on pousse le prototypage encore un peu plus loin. Tu sais, dans les dernières entrevues, là, dans les dernières années, on a souvent parlé de prototypage, mais rappelons ce que c'est le prototypage. C'est quoi le prototypage? Ben, c'est la réalisation de ce que tout le monde pense dans leur tête sous une forme le plus concret possible. Ça peut être dans le domaine du design industriel, un objet, ça peut être sculpté en bois, alors que les voitures, des fois, on les voit, là, ils sont modélisés avant dans leur forme, avant d'être envoyés sur des chaînes de montage. C'est la même chose dans à peu près toutes les industries. Et dans le numérique, on l'a repris ça à un moment donné parce qu'on s'est rendu compte que entre la personne qui avait une idée et la personne qui allait le réaliser, il y avait comme un trou entre les deux. Il y avait comme une portion de rêve qu'on comprenait que, tu sais, entre la personne qui dit, ben, OK, tu vas faire ça, puis la personne qui le fait, ben, à un moment donné, la personne qui le fait devait imaginer des choses. Donc, il est arrivé à un moment donné le UX, le design, puis tout ça, puis on s'est dit, ben, attendez, on va essayer de vous faire voir ce que vous allez avoir en programmation, puis qui va prendre 2 ans à faire, mais on va vous le faire en 1 mois, ce qui s'appelle prototyper l'idée originale d'un directeur, d'un CEO ou autre. Fait qu'on fait des petits dessins. Ça peut prendre plein de formes. Ça peut être dessiné sur papier. Plus récemment, évidemment, on utilise le logiciel Figma dont on a parlé, qui permet de modéliser les interfaces mobiles ou pour ordinateur, iPad et autres. Donc, on fait ça comme ça, puis là, on le fait tester sur des utilisateurs et on vérifie si ça fonctionne. Et là, cette semaine, tu as décidé de revenir au sujet. Pourquoi? Ben, il y a une petite tendance depuis 1 an ou 2 qui est en train de se mettre en place, qui est au lieu de partir sur des projets pharaoniques de programmation, parce que quand on parle d'un gros logiciel, ça peut être parfois 1 an ou 2 avant d'avoir un résultat. Et il y a des compagnies, à Montréal, par exemple, il y a l'Intaclab qui s'est lancé, qui a un petit département maintenant de prototypage rapide. C'est déjà rapide de faire du prototypage quand on dessine, mais c'est de prendre un petit risque supplémentaire, de dire, en fait, on va prototyper, on va intégrer des programmeurs dans l'exercice. On va se permettre que ça soit pas parfait. J'avais fait une entrevue il y a, je pense, 2 ou 3 ans avec Marcio Leibovitch, qui avait travaillé à Montréal chez la première compagnie Ucentric, qui faisait du UX à Montréal en début des années 2000, et qui est maintenant à New York, à Sao Paulo, en fait, mais dans une compagnie new-yorkaise, qui font ça. Ils font du prototypage où ils intègrent les programmeurs et ils disent à leurs clients, on va le tester rapidement, on va programmer quelque chose en 1 mois, peut-être moins. Puis attention, on va le scraper. On va le démolir après parce qu'on va l'avoir fait de façon non permanente. On va pas avoir planifié, mais on va se permettre d'essayer, se connecter sur les bonnes bases de données et le montrer, le faire fonctionner avec des utilisateurs choisis. Donc, on est capable d'aller un petit peu plus loin dans ce processus-là. Et donc, cette semaine, mon invité avec qui je parle, c'est Roxane Lessard, qui est la fondatrice d'un logiciel qui s'appelle Panorama, qui est un logiciel de gouvernance pour les conseils d'administration, et qui, avant, avait une entreprise qui s'appelait IWN Studio, qui faisait du prototypage rapide. Et ça les a amenés chez IWN à fonder Panorama, parce qu'à un moment donné, à force de faire des projets des autres, ils se sont dit, on va faire nos propres projets. Mais c'est intéressant parce que Roxane se dit développeuse UX, c'est très rare. Et normalement, j'ai toujours un doute quand un développeur me dit, je suis UX aussi. Mais dans son cas, elle, c'est vrai. Et elle l'a poussé jusqu'à devenir entrepreneur elle-même d'un logiciel, d'un SaaS pour aider les OBNL. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que tu t'adresses à un spécimen d'une race rare? Déjà, les UX en général, dans le domaine du numérique, on est des spécimens. Voilà. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On va l'écouter à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut. En fait, à la base, il y avait plusieurs idées qui étaient un petit peu dans le pipeline d'idées, que j'aime dire. Et à un moment donné, 1 + 1 fait 2, dans le sens où est-ce que moi, je siégeais sur des conseils d'administration, puis il y avait un manque de structure, un manque d'organisation un petit peu à certains égards. Et je me dis, il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là en termes de logiciel informatique. Mais si on prend juste l'idée en soi seule, sans rien à l'arrière, c'est un petit peu décousu.
et on a dû rentrer dans un processus structuré, une méthodologie de travail qui nous a permis de valider s'il y avait réellement un problème. Il y a bien Roxane Lessard qui a vu ça sur un conseil d'administration ou 2 ou 3, mais les autres CA, comment ils vivent ça, les autres administrateurs, comment ils vivent ça, et c'est quoi leurs enjeux, bref. Donc, c'est vraiment là où est-ce qu'on est arrivé dans une méthodologie structurée, où est-ce qu'on a fait au-dessus d'une trentaine d'entrevues, au-dessus de 30 entrevues, là, avec des utilisateurs potentiels pour un logiciel, donc administrateurs d'OBNL, de PME, de start-up, pour vraiment voir comment ils vivaient ça sur les conseils d'administration, puis comprendre leurs enjeux. C'est vraiment processus UX, là. Ça, tu tiens ça parce que j'ai vu dans ton titre sur LinkedIn, développeuse UX ou développeur UX. Et donc, IWN, c'est ça que vous faisiez. Maintenant, vous avez transféré vos efforts dans Panorama. Et donc, vous avez fait un processus de validation en amont. Mais vous êtes passé à l'exécution en plus, là. Exactement. Le processus de validation est super important. Puis, suite à ça, c'est à la suite de ces entrevues-là qu'on a été en mesure, finalement, de simplifier, si je peux me permettre, un problème. Puis quand je dis simplifier, c'est vraiment de l'amener le plus simple possible afin de faire un prototype rapide et tester de façon plus réelle un petit peu cet enjeu-là. Donc, c'est vraiment là, à travers ce processus-là qu'on est passé où est-ce qu'on a fait un premier MVP qu'on appelle donc produit minimalement viable pour le mettre dans les mains des utilisateurs le plus rapidement possible et itérer. On a également fait un programme qu'on a nommé Saine Gouvernance, où est-ce qu'on a fait 4 rencontres avec 10 organisations qui ont voulu embarquer dans le programme avec nous. Ouais. Et ils ont pu tester les wireframes sur Figma, le prototype qui était développé page par page. Donc, c'est vraiment une série d'itérations là, qu'on a fait avec eux autres, finalement, pour en arriver à un produit final. Processus plutôt rare dans le monde des startups, d'ailleurs. Donc, vous êtes rentré, vous avez quand même fait un processus, une diligence au début de valider si vos hypothèses étaient bonnes, prototypage, et là, vous avez des compagnies qui vous aident, des organisations qui se disent, nous, on en a besoin, mais on aimerait ça le tester rapidement, et vous arrivez dans l'exécution en même temps. Mais je vais te poser la question aussi, ou te la poser, quels sont les grands problèmes que les CA ont? C'est un excellent point que tu amènes, en fait, puis écoute, les problèmes varient de à qui on s'adresse. On parle des OBNL, c'est souvent des administrateurs qui sont bénévoles. Dans des PME, start-up, c'est souvent des gens qui ont des hauts postes de direction. C'est un deuxième engagement. Donc, même chose, peu de temps à donner finalement dans chacune de ces situations-là. Donc, ça reste un engagement additionnel finalement à ce que chaque individu fait déjà dans son day-to-day. Et il y a une structure, il y a une reddition de compte à y avoir dans ces conseils d'administration-là et on doit se faire en sorte que ce sont des réunions qui sont efficaces parce que justement, on n'est pas dans le day-to-day avec ces organisations-là. Donc, des enjeux qu'on a soulevés étaient beaucoup en termes de processus lourds en lien avec la gouvernance, peu de temps à amener de la valeur, de créer de la valeur, peu de temps à passer sur des interactions stratégiques qui amènent quelque chose. Donc, on s'est dit, à ce niveau-là, est-ce qu'il y a des processus qui pourraient être automatisés, qui pourraient être facilités? Et c'est là où je fais un lien avec le UX qui est super intéressant, c'est que le UX a limite un côté éducatif aussi dans notre logiciel où est-ce que les gens arrivent dans Panorama et finalement il y a une structure intéressante qui est faite, c'est simple, c'est cadré et on sait que notre devoir fiduciaire finalement il va être fait de façon convenable et qu'on n'oubliera pas quelque chose entre les cracks puis qu'on va être efficace aussi quand on va se rencontrer là. Et c'est important parce que les gens ne savent pas tout le temps qu'être sur un CA, il y a une responsabilité professionnelle, il y a une responsabilité qui vient avec ça. Donc, ça devient important d'avoir un encadrement qui est bien fait, là. Exactement. Puis c'est souvent méconnu. Donc, c'est un petit peu là où est-ce que même à travers la mission de Panorama, on se dit on va aiguiller le plus possible les gens à travers ce qui est bonne pratique et tout ça. Donc, tout ce qui est génération des minutes, des procès-verbaux, des résolutions, résolutions écrites, résolutions en conseil, c'est des choses vraiment qui, des fois, on ne sait pas trop par où commencer, quand en faire une, pourquoi on en fait une. Donc, de donner un petit peu ces outils-là. Parce que ça reste un petit peu, ça doit être fait, il y a une valeur assez évidemment, mais le processus de faire ça peut être administratif et assez lourd aussi. Puis comment on le fait? C'est là où est-ce qu'on se dit,
ayons un logiciel qui soutient, qui est simple, qui facilite, et amenons notre réelle valeur dans des questions stratégiques, dans faire des travaux pour faire avancer X, Y, Z sur notre planification, etc. Donc, c'est vraiment de laisser les administrateurs se concentrer à tout ça, finalement. Ça les prend par la main un peu, donc. Tout à fait, c'est l'idée. Puis dans l'industrie, écoute, ce qu'on y retrouve, c'est de la gestion documentaire, des logiciels qui font un Google Drive 2.0 sécurisé, ou des logiciels de gestion documentaire. Mais il y a tellement plus au sein d'un conseil d'administration, tellement plus de règles, de valeurs. On parle de diversité même, comment qu'on améliore la composition de notre CA. C'est toutes des questions sur lesquelles on se penche afin vraiment de devenir une boîte à outils pour les administrateurs et administratrices. Et c'est intéressant, c'est important, j'imagine aussi, parce que les OBNL, parfois, c'est eux qui drivent le show, comme ils disent en anglais. C'est eux qui disent, OK, le CA, vous êtes là, on a fait un ordre du jour. Mais en réalité, pour bien valider ce qui se passe dans l'OBNL, ça devrait être le CA qui gouverne, qui fait cette gouvernance-là envers l'OBNL et qui fait ses vérifications, qui fait ses validations. Tout se passe bien aussi. Mais j'imagine que Panorama aide à faire ça, là. Oui, tout à fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas tomber trop dans l'opérationnel au niveau du CA, mais à l'inverse, de ne pas être non plus trop dans les nuages, dans le stratégique. Fait qu'il y a une balance aussi à y avoir, de dire on doit discuter des bonnes questions autour de la table et comment on le fait, puis qu'est-ce qui doit être souvenir, par exemple, à l'ordre du jour, qu'est-ce qui doit être préparé en amont, qu'est-ce qui doit être suivi. Ouais. C'est vraiment des questions sur lesquelles les administrateurs doivent se pencher. Là. Puis même dans un contexte aussi de start-up qui lève du financement avec des institutionnels, fonds d'investissement autres, etc., ils vont passer à travers une due diligence et tout ce qui est poutine je veux dire, gouvernance du CA doit être en ordre, doit être conforme. Ouais. Et si c'est pas fait, malheureusement, ça a des conséquences pour eux. Là. Ah, c'est intéressant. Et c'est pas juste pour les OBNL, là, ça va. Non. La gouvernance d'une organisation à l'autre, oui, il peut y avoir certaines différences. En fait, c'est surtout les enjeux qu'on va traiter, c'est propre à l'organisation, etc. Mais la structure en soi est quand même assez pareille d'une organisation à l'autre. Fait que ça reste aussi des fois méconnu. Puis je donne souvent l'exemple OBNL versus startup, un entrepreneur qui débute une compagnie, puis finalement, qui, je sais pas, X années plus tard, lève des fonds. Là, à un moment donné, il y a un board structuré, un conseil d'administration, qui va se mettre en place. Et là, en termes de connaissances, de savoir ce qu'il faut faire, il y a quand même des similitudes assez proches aussi avec un OBNL qui sont peut-être pas des gens du milieu des affaires aussi qui y siègent. Donc, avoir une structure de mise en place aussi pour aider à ce niveau-là devient super intéressant. Puis il y a des similitudes finalement entre ces deux milieux-là beaucoup. Et donc, ce que j'entends que tu dis aussi, c'est que ça peut aider une entreprise qui n'a pas encore nécessairement un CA mis en place, mais qui veut mettre les choses bien en place, peut aller dans, je vais pas encore poser la question, mais j'imagine que c'est un SaaS dans lequel je peux m'abonner et inscrire mon entreprise. Et là, il y a des conseils qui me sont donnés dès le départ. Là. Exactement. On pourrait faire ça vraiment dès le départ. Écoute, entre toi et moi, après ça, on s'assoit avec l'organisation pour regarder réellement ses besoins parce que ça peut ne pas être une priorité. Puis avec raison, tu sais, une petite entreprise qui n'a pas de conseil d'administration formel, pas d'investisseurs externes, etc., probablement que c'est juste quelques résolutions en termes d'actionnariat. Puis voilà. Et puis c'est correct aussi. Mais à un certain moment, plus il y a de l'administrateur alentour de la table, plus ça prend une structure un petit peu plus formelle, puis une réduction de compte aussi qui s'installe envers ces nouveaux administrateurs externes. Avec tous nos tests et justement les entrevues clients qu'on a fait, on s'est rendu que c'était la meilleure façon, c'était la meilleure façon de fonctionner pour le moment, où est-ce qu'on vient vraiment jaser avec le client, voir sa structure de gouvernance, configurer la plateforme en fonction de ça. Là, ça peut paraître gros, mais c'est très lean, c'est très simple de faire tout ça pour les clients. Toutefois, on s'assure que c'est la meilleure façon. Parce que ça reste complexe quand même, la gouvernance, ces processus-là. Oui. Puis, l'idée, c'est, oui, probablement dans un futur XY, on réfléchit comment, puis même le positionnement produit, ça va être quoi? Est-ce que ça va être tout le produit? Une partie du produit qui est en mode accessible 100% en ligne? C'est des questions qu'on se pose, mais
si on le fait, puis quand on le fait, en fait, va falloir faire attention au processus d'onboarding, au processus UX pour que ce soit simple, efficace, puis que les gens y adhèrent et y adoptent, et pas qu'ils quittent la plateforme parce que c'était complexe, parce qu'on n'a pas trop compris finalement comment on devait intégrer notre structure de gouvernance dans la plateforme. Fait que ça aussi, ça peut être un pitfall, une erreur qu'on fait en tant qu'entrepreneur SaaS, de dire, on va mettre ça accessible direct, on y va avec un free trial ou quoi que ce soit. C'est bien trendy, bien à la mode, oui. On doit le faire de façon intelligente, de toute manière, c'est un petit peu notre vision là, pour le produit. Quelles sont les prochaines étapes pour Panorama? Qu'est-ce qui vous attend, là? L'entreprise a quel âge, là, déjà? 1 an, 2 ans? Oui, l'entreprise va avoir 1 an, là, sous peu, en fait, je dirais. Puis les prochaines étapes, c'est la croissance, donc d'augmenter notre chiffre d'affaires, augmenter notre nombre d'utilisateurs. On est sur une très bonne lignée. On a beaucoup de référencement qui se fait de plus en plus aussi de nos clients actifs. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'un membre de CA siège souvent sur 2 et 3 conseils d'administration à la fois. Donc, ça devient aussi un beau réseau, finalement, qui se développe un petit peu par lui-même. C'est vrai. Puis, c'est évidemment de bonifier encore une fois la plateforme. Quand on a lancé au début, on avait vraiment un tout petit produit avec quelques fonctionnalités minimales qu'on avait bien fait attention de prioriser à la base. Et depuis, on a itéré en ajoutant des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins des clients. On s'assoit, je dirais, minimum 10 fois par mois avec certains de nos clients, pas tous les mêmes, mais où est-ce qu'on leur parle pour comprendre comment ça va avec Panorama, qu'est-ce qu'ils ont besoin. C'est ça, UX oblige, hein, vous vous nourrissez de ceux qui vous ont aidé à démarrer aussi, là. C'est intéressant. Exactement. C'est extrêmement riche. Ça nous permet d'aligner notre feuille de route produit, tout en gardant, toutefois, c'est pas que les besoins des clients, mais il faut penser aussi au côté de l'entreprise, au côté business, où est-ce qu'on se dit, c'est comment un petit peu qu'on peut aligner ça sur notre stratégie de revenus, sur notre modèle d'affaires, qu'est-ce qui fait du sens, comment qu'on va moduler un petit peu le tout. Fait que c'est vraiment un bon mix des deux qu'on prend en compte. Puis je me permets une petite parenthèse aussi où est-ce que on travaille avec souvent des gens plus âgés, disons, là, je vais dire. Des vieux. 50, 60 aussi, là, qui siègent pour des CA, des gens de carrière, en fait, parce que ça fait bien du sens. Et le logiciel doit être assez simple aussi pour faire en sorte que, peu importe le niveau d'aisance avec les technologies, qu'il puisse être utilisé finalement convenablement. Donc, une attention qui est portée. Et une entreprise ou une organisation qui voudrait faire affaire avec vous en ce moment doit commencer comment? Quelles sont les étapes qu'il doit faire? Oui, c'est super simple. On se rend sur notre site web et on demande à nous parler. On va bientôt aussi, on fait des changements toujours en mode itératif, donc on va bientôt aussi pouvoir voir des démos directement sur le site web. Donc c'est vraiment pour rendre le plus possible Panorama accessible, voir ce qu'on fait, etc. Mais c'est vraiment de se parler, puis à la suite d'une première conversation, honnêtement, tout le reste se passe super rapidement, où est-ce que notre équipe met le tout en place. Donc, c'est ultra simple pour un conseil d'administration d'embarquer finalement dans l'aventure puis de simplifier ses opérations par la suite. Roxane, merci vraiment beaucoup pour ton temps. Merci à toi, ça fait grand plaisir. Eh bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition régulière de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités, merci à mes collègues Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Et puis merci à vous qui avez écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Entre-temps, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien.